Merci Antoine, merci Antoine, merci. 26 avril 2016, ouverture à Luxembourg du procès d'Antoine Deltour. Antoine est le lanceur d'alerte à l'origine du scandale LuxLeaks. Il est accusé par son ancien employeur, le géant de l'audit PricewaterhouseCoopers, d'avoir violé le secret des affaires et divulgué 28 000 pages d'accords fiscaux confidentiels conclus entre le Luxembourg et des centaines de multinationales, dont Apple, Amazon et Ikea. Il risque jusqu'à 10 ans de prison et plus d'1 million d'euros d'amende. J'ai rencontré Antoine quand nous avions 20 ans. Nous avons été de bons amis pendant nos études à l'école de commerce de Bordeaux. Puis, lorsqu'Antoine a été recruté par les chasseurs de tête de PricewaterhouseCoopers, nos vies ont pris des directions différentes. 7 ans plus tard, en décembre 2014, je découvre son visage à la une des journaux. Le jeune homme que je croyais rangé fait trembler le Luxembourg. Je l'appelle, nous nous voyons. Il accepte que je l'accompagne jusqu'à son procès et que je partage sa vie de lanceur d'alerte. Le voyage durera plus d'1 an. Il y a 55 minutes de train entre Nancy, où il travaille dans la fonction publique, et sa ville d'Épinal, où il vit avec sa compagne et leur petite fille Églantine. Histoire du jour, le Zorro de l'impôt zéro. Une gueule d'étudiant comme beaucoup d'autres lanceurs d'alerte. Celui qui est à l'origine des révélations sur le système mis en place par Luxembourg pour faciliter l'optimisation fiscale des grandes entreprises s'appelle Antoine Deltour. Diplômé d'une école de commerce, il devient en 2008 auditeur dans un grand cabinet à Luxembourg, PwC, PricewaterhouseCoopers. Il croit que son métier consiste à vérifier les comptes des entreprises. Il découvre qu'il s'agit en fait d'aider les grands groupes à payer moins d'impôts. Optimisation fiscale, c'est un euphémisme, dit Antoine Deltour. Il s'agit plutôt d'une planification agressive. Ce que j'en retire personnellement, c'est pas grand-chose. Peut-être un peu de lumière médiatique, mais c'est peut-être plus un inconvénient qu'autre chose. Et sinon, voilà, je suis quand même inculpé et je sais pas si je vais être condamné à quelque chose. Pour l'instant, moi, faut que je trouve de l'argent pour payer des avocats, faut que... J'ai pris un temps partiel pour avoir le temps de gérer cette affaire-là. Pour l'instant, les conséquences sont plutôt négatives dans ma vie, quoi. Donc clairement, c'était pas dans mon intérêt. Et ce qui m'a motivé, c'est des convictions, c'est que j'ai constaté des pratiques que je les approuvais. Et je suis profondément convaincu qu'il faut plus de transparence dans les centres financiers offshore et qu'il faut plus de justice fiscale. Et c'est des sujets qui, dans un contexte de crise actuellement, sont particulièrement partagés par une grande partie de l'opinion, par de nombreuses ONG. Et voilà, il y a de plus en plus de journalistes qui enquêtent sur ces choses-là. Et je pense que j'ai juste apporté une pierre à l'édifice, quoi. Après, il y a eu des grosses répercussions et tant mieux. Pour que je comprenne son histoire, Antoine m'emmène au Luxembourg. Nous reprenons la route qu'il empruntait tous les jours vers les bureaux de PricewaterhouseCoopers, là où tout a commencé, par un banal copier-coller. C'est dingue parce que c'est un truc, c'était devenu complètement automatique, quoi. Je pouvais faire le trajet là les yeux fermés, et puis là maintenant, j'ai des doutes, quoi. Alors, c'est il y a 5 ans seulement, il y a 6 ans. Là, donc c'était ça le bâtiment où je bossais. Là le parking souterrain, je passais sous la barrière avec mon vélo. J'étais au 2e, je crois. On sortait là, fumer des clopes. Voilà. Je crois que je me rappelle de la place où j'étais quand j'ai copié les documents. Là, c'était à l'angle là-bas, au fond à droite. Après le boulot, j'étais pas toujours très détendu. Ça m'arrivait, surtout sur la fin, quand j'envisageais déjà de faire autre chose, de démissionner. J'allais pas toujours au travail de gaieté de cœur, quoi. Donc c'était un boulot que j'aimais, mais il y avait quand même beaucoup de pression, donc c'était pas que des moments heureux, quoi. Je pense que c'est peut-être ce sentiment au fond de moi que j'ai du mal à digérer, d'avoir
d'être perçu comme un traître, quoi. Alors que c'était pas du tout la logique de ma démarche, quoi. C'était pas de... Enfin, tu vois bien, quand j'ai filé les documents, je voulais pas mettre en cause Price en disant ce qu'ils font eux, c'est mal. C'était pas ça. L'idée, c'est plus montrer un système, quoi. Quelqu'un qui agit contre les intérêts de l'entreprise, c'est pas compris, quoi. PricewaterhouseCoopers est présent dans 150 pays et emploie plus de 200 000 personnes. Il est l'un des Big Four, ces 4 cabinets d'audit qui font la pluie et le beau temps dans le monde de la finance des entreprises. Au cœur de l'Union européenne, le Luxembourg, ainsi que d'autres États membres, participent à un vaste système d'évasion fiscale offert aux multinationales, sous couvert de montages financiers légaux. Pour la première fois, grâce aux révélations d'Antoine, on peut comprendre l'ampleur de ces pratiques et découvrir la faiblesse des États et de l'Europe face aux multinationales. Les mécanismes imaginés par les cabinets d'audit pour permettre aux grandes entreprises d'échapper à l'impôt sont complexes. Alors c'est quoi le problème avec l'optimisation fiscale agressive des multinationales? Par définition, elles sont implantées dans plusieurs pays que je représente là par des bretzels. Donc, dans chacun de ces pays, la multinationale a des activités économiques comme un centre de recherche et développement, une usine et plein de magasins. Et donc le jeu de la multinationale, ça va être d'échapper autant que possible à cette imposition pour maximiser le revenu de ses actionnaires. Et pour ça, elle va faire appel à des juridictions à fiscalité accommodante, donc comme le Luxembourg et les Pays-Bas, c'est qu'un exemple, il y en a plein d'autres. Et donc la multinationale, en fait, elle va transférer ses bénéfices de pays à fiscalité forte vers les États que certains appellent paradis fiscaux. Donc voilà, les bénéfices vont au Luxembourg. Et au Luxembourg, ils sont taxés souvent de manière extrêmement faible grâce au tax ruling, les documents auxquels j'ai accédé et qui expliquent ce montage dans le détail. Et donc ce tax ruling, il va permettre de reverser des impôts dans les différents États concernés, mais c'est vraiment quelques miettes seulement. Et au Luxembourg, quasiment rien n'est prélevé et les bénéfices remontent à la tête de groupe pour être reversés aux actionnaires. Et dans les États à fiscalité importante, les impôts, les recettes fiscales, elles se résument à quelques miettes et les besoins sociaux qui continuent d'exister, qui sont utilisés par les multinationales elles-mêmes, c'est-à-dire les infrastructures, la formation des salariés, le système de santé, il ne peut pas être financé par la contribution minime des multinationales. Donc l'effort va être supporté par les citoyens qui subissent des politiques d'austérité et par les PME qui font face à une concurrence inégale, injuste, une distorsion de concurrence. Et c'est ce qu'attaque la Commission européenne en mettant en cause ces tax rulings. Il y a un spécialiste qui s'appelle Richard Murphy qui a fait une estimation que l'ensemble de ce qu'on appelle l'évasion fiscale, c'est un total de 1000 milliards par an à l'échelle européenne. Là, on parle de flux, c'est les profits annuels. Tous les ans, c'est 1000 milliards qui échappent aux caisses des États européens. En démissionnant et en dénonçant ces pratiques, Antoine a renoué avec les valeurs de justice et d'équité dans lesquelles il a été éduqué. Antoine, il n'aurait pas pu vivre longtemps avec cette histoire de tax ruling là, qu'il voit défiler sous ses yeux à longueur de journée et puis dire bon, c'est comme ça, il faut accepter. Parce que je pense que c'est pas dans sa manière d'être. Et si c'est une éthique personnelle qu'il a depuis un moment et qui veut vivre à fond, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc je pense qu'en regardant les choses après coup, en refaisant l'analyse des événements, à mon avis, il n'y a aucun regret à avoir, quoi. Moi, je l'admire. Je l'admire et énormément de gens, si j'avais fait la liste des gens qui m'ont dit c'est formidable ce qu'il a fait Antoine, j'aurais une liste très longue, quoi. Beaucoup de gens adhèrent à ce qu'il a fait en se disant peut-être, moi personnellement, je ne l'aurais pas fait, quoi. Donc beaucoup de gens adhèrent à ce que tu as fait, quoi, c'est sûr. J'ai le souvenir d'une seule personne qui m'a dit « Oui, mais ce qu'Antoine a révélé, tout le monde le savait. » J'étais un peu triste d'entendre ça. Hein ? C'est vrai. Mais c'est vrai que tout le monde le savait. Mais si tout le monde sait tout et tout le monde se tait,
Oui, mais ce qui manquait, c'était des documents pour prouver et pour faire avancer la Voilà, chose. et moi je pense que ça suffit pas de savoir, il faut faire plus. Ça s'appelle avoir une conscience politique, quoi. À mon avis, c'est ça, avoir une conscience politique dans toutes les circonstances. Février 2015. Ce soir, Antoine et ses proches organisent à Épinal une réunion publique d'information pour créer un comité de soutien officiel. C'est la première fois qu'il s'exprime devant un public sur son affaire. Amis, militants locaux ou citoyens curieux, ils sont nombreux à venir écouter le lanceur d'alerte qui fait la une de l'actualité. Dans mon travail, en vérifiant les comptes des entreprises, je vérifiais aussi le montant d'impôts que devaient payer les entreprises. Ça faisait partie de mon métier. Donc j'ai pris connaissance de certaines pratiques fiscales au Luxembourg et notamment, j'ai pas eu de révélation comme ça, hein. Du jour au lendemain, je me suis dit c'est vraiment dégueulasse. Mais parmi les entreprises dont j'auditais les comptes, il y a des cas où des entreprises payent des impôts de 0,0150%. Enfin, alors que en France, l'impôt sur les sociétés, c'est 33%. Au Luxembourg, le taux normal, c'est 29%. Mais par des mécanismes un peu artificiels, on arrive à un taux d'imposition de 0,0150%. Quoi. Et comment dit cette tricheur en chef qui accuse quelqu'un qui est simplement tombé sur des documents non protégés? Je parle de Juncker, hein, bien sûr, hein, le tricheur en chef. Je ne peux pas confirmer ses propos. Non, mais... Il y a peut-être des espions. Non, mais moi je le dis. Il me semble que la situation du capitalisme international, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement, ça fait penser fortement à une parole d'un politicien il y a quelques années, ou d'un homme politique plutôt, il y a quelques années, qui disait « Le capitalisme, c'est un renard libre dans un poulailler libre ». Alors si on ne met pas un petit peu de loi dans tout ça, si on ne réglemente pas un minimum les choses, ça ne peut qu'empirer. Sur Internet, plus de 200 000 personnes signeront la pétition de soutien à Antoine. Dans ce combat, je retrouve l'ami dont les idées et les engagements détonnaient de la mentalité école de commerce. À la fin de nos études, Antoine avait fait le choix d'une belle ligne sur son CV et d'un haut salaire. Les écoles de commerce, quelque part, c'est un peu des fabriques du néolibéralisme, en fait. C'est des moules dans lesquels on met des gens malléables. Hein. Je veux dire, t'y entres, t'as 18-19 ans, peut-être 20 ans, et t'as pas vraiment de conviction, tu connais pas le marché du travail, et on t'inculque des valeurs, un savoir-être. On parle de savoir-être, quoi. Ça transforme l'être humain en un bon petit soldat qui pourra après aller travailler dans un cabinet d'audit au Luxembourg sans avoir aucun scrupule, et en étant juste content de faire une belle carrière et d'avoir une belle voiture, quoi. Et rares sont les personnes qui bifurquent un peu. C'est vrai que moi j'ai choisi quand même de rompre avec ce milieu-là, quoi. Il a fallu que tu ailles en plein dedans pour pouvoir prouver ou te prouver que c'était pas des pratiques que tu... Mais moi j'y suis allé sans avoir rien à me prouver, tu vois. Je suis pas allé avec des idées préconçues sur le Luxembourg que je voulais vérifier. Ah non, je te jure. Je me doutais bien, enfin oui, je suis pas naïf, je savais que une partie de l'attractivité du Luxembourg reposait sur la fiscalité, mais ça tout le monde le sait. Mais au-delà de ça, j'avais pas d'a priori, tu vois, j'y suis allé vraiment avec un regard neuf, du jeune un peu naïf et idéaliste. Ah ouais, j'étais content. Bah attends, mais je revenais dans les Vosges avec une bagnole neuve, j'avais 23 ans, quoi. Non mais c'était la classe, enfin, je réalisais mon rêve de gosse, quoi. J'avais une Renault Mégane coupée bleue, métallisée, et les gamins ils se retournaient sur mon passage. C'est complètement débile, quoi, j'en suis revenu, mais à l'époque j'étais heureux de ça.
1er juin 2015, Antoine se rend au Parlement européen à Bruxelles pour être auditionné par la commission spéciale taxe. Elle est présidée par Alain Lamassoure, député républicain, et Eva Joly, députée écologiste et ancienne juge d'instruction au pôle financier de Paris. Cette commission a été créée à la demande de 200 parlementaires suite au scandale LuxLeaks pour enquêter sur ces pratiques fiscales abusives. Je suis à peu près certain que politiquement, il y a des personnes qui souhaitent que cette commission n'aboutisse pas à grand-chose parce qu'au final, ce qu'ils veulent avant tout, c'est préserver la compétitivité des entreprises européennes. Donc j'ai envie d'un peu de recaler ces enjeux-là et pas de les secouer. Hein. Le but, c'est pas de donner des leçons et tout ça, mais c'est juste montrer qu'il y a quand même des attentes, quoi. Il y a les médias qui sont là, il y a l'opinion qui est fortement sensibilisée à ces sujets-là parce que les scandales se suivent et se ressemblent et ce serait dommage de laisser passer cette occasion-là pour vraiment changer les choses, quoi. Peu avant de démissionner, j'ai décidé de copier plusieurs centaines de tax rulings qui ne représentent qu'une fraction de ceux encore en application. Je pense que mes motivations sont très proches de celles qui ont conduit le Parlement européen à créer cette commission spéciale, car si vous enquêtez sur ces pratiques d'optimisation fiscale agressive, c'est probablement parce que vous pensez, comme moi, que malgré leur légalité présumée, elles ne semblent pas totalement légitimes. En tout cas, on peut penser que l'existence de la commission taxe représente d'une part une reconnaissance de l'intérêt public des documents que j'ai contribué à sortir de l'ombre, et donc d'autre part comme une justification des risques que j'ai pris. Permettez-moi de conclure en vous posant une question, celle d'un simple citoyen inquiet. Sans les recettes fiscales issues des entreprises, quelle pourra être l'ambition des politiques publiques à venir ? Y aura-t-il encore un sens à élire des responsables politiques qui n'auront plus qu'un bien faible pouvoir ? Il est de votre responsabilité d'hommes et de femmes politiques de réguler les pouvoirs économiques et financiers lorsqu'ils vont à l'encontre du bien commun. J'espère que ce constat est partagé et que cette commission produira rapidement des résultats exemplaires et ambitieux. La présidente Eva Joly voulait poser une question, faire une remarque. Il a fallu LuxLeaks, il a fallu vous, Antoine Deltour, pour que cette commission soit créée et que nous puissions poser la question qui fâche à la commission. Pourquoi est-ce que la commission Barroso n'a pas réagi aux tax rulings plus tôt, alors qu'il y avait les instruments qui le permettaient. Donc je tenais à vous le dire très publiquement, dire que vous êtes très important pour un peu plus de justice dans le monde. Bien. Merci, chers collègues. Monsieur Deltour, je voulais vous remercier de votre témoignage et de votre présence. Vous avez, au fond, initié un nouveau type de citoyenneté. En acceptant ou en décidant de violer la loi, en subissant les conséquences, mais en même temps en provoquant un débat qui, ça dépend de nous, si nous agissons bien, si nous faisons notre travail d'élu, pourra servir la cause de l'intérêt général. Je vous remercie. Antoine est de plus en plus sollicité. Interviews, conférences, débats, récompenses. Au fil des semaines, il devient un porte-drapeau des lanceurs d'alerte. « 30 septembre 2015, Paris. Ce soir, Antoine reçoit le prix du citoyen européen. » Je pense que par ce prix, le Parlement européen montre un réel engagement politique, puisque les faits qui me valent cette récompense aujourd'hui sont les mêmes qui me valent également des poursuites pénales au Luxembourg. Je suis convaincu que les lanceurs d'alerte ne cherchent ni la gloire ni les récompenses. Je pense qu'on préférait si possible, pas de récompense et pas non plus de poursuites. Mais voilà, en présence de poursuites, je veux bien évidemment accepter cette récompense et je rêve du jour où nous serons tellement protégés que lancer l'alerte ne sera pas une prise de risque extraordinaire méritant récompense et nous pourrons alors nous mettre au service de la démocratie en toute sérénité. Merci parce que c'est grâce à vous que je suis là. C'est très bien. Hein? Non, mais je pense qu'on tient le bon bout, c'est-à-dire
la pression sur la commission pour avoir une directive. Pour la protection des lanceurs d'alerte, ils ont l'air encore très mitigés. Hein. C'est-à-dire Hier, il y avait encore qui n'a pas envie des lanceurs d'alerte. Oui, alors du coup, peut-être que mon rôle a été contre-productif dans cette affaire, malgré moi. Mais... Certainement, oui. Non. De toute façon, ils ne céderont jamais volontairement. Ce n'est que pied du mur sous l'opinion publique qui est Il y a 10 ans, personne n'utilisait l'expression « lanceur d'alerte ». Aujourd'hui, ils sont érigés en héros dans les médias. En dénonçant des pratiques contraires à l'intérêt général, ils accompagnent la prise de conscience des dysfonctionnements de nos démocraties. Ils sont des grains de sable nécessaires. Edward Snowden, Julian Assange et Chelsea Manning sont 3 lanceurs d'alerte actuellement en exil ou en prison. L'artiste italien Davide Dormino leur rend hommage en faisant voyager de ville en ville des sculptures en bronze grandeur nature. Ce soir, les statues font escale à Strasbourg. Les artistes ont toujours travaillé pour la liberté et avec liberté, en racontant leur époque et leur malaise. Ces 3 personnes courageuses l'ont pris au prix de leur liberté. Anything to Say est une œuvre d'art public. La chaise-vie invite à monter pour avoir un autre point de vue. On nous met l'étiquette lanceur d'alerte, moi je la revendique pas particulièrement. Après, c'est que dans la plupart des cas, on a été scandalisé, indigné par certaines choses dont on a été témoin. On a décidé d'en faire part à des journalistes ou auprès d'autorités, ou il y a différentes manières de procéder. Mais on n'a jamais décidé d'aller vers la lumière des médias ou décidé de se mettre en danger en prenant vraiment pleinement conscience des conséquences. Enfin, en tout cas, dans mon expérience personnelle, je pense pour la plupart des lanceurs d'alerte, je pense pas qu'Edward Snowden, en faisant ce qu'il a fait, il s'attendait à passer plusieurs mois reclus dans une pièce sans fenêtre dans un aéroport moscovite. Enfin, c'est ce genre de choses qui sont complètement imprévisibles et qu'il vaut mieux pas envisager au moment où on prend la décision de copier des documents ou de les transmettre à quelqu'un, quoi. Allô ? Bonsoir. Allô ? Bonsoir. Oui, on vous entend. Je vous laisse commencer à poser des questions, peut-être. Ouais, et donc les premières questions, c'est... Cette voix métallique qui émane de Skype est celle de l'avocat William Bourdon, qui a également défendu Edward Snowden. À 2 mois du procès, il fait un point avec le comité de soutien. Odile, Jean-Luc, Romain, Jean-Paul et une dizaine d'autres personnes accompagnent Antoine depuis 1 an. Un des objectifs de la soirée est de discuter des témoins pour le procès. Le père d'Antoine, sur Skype aussi, interpelle l'avocat. Mais bon, effectivement, je pense... Est-ce qu'il y aurait besoin de témoignages de personnalité pour la moralité d'Antoine de la part de ses proches? C'est le papa qui cause. Oui. Des témoignages, pas forcément la morale, mais plutôt des témoignages qui insistent sur les grandes qualités personnelles d'Antoine, de fils, d'amis, de frère. Des petites anecdotes qui puissent dire que tu fais partie d'un orchestre, des choses un peu qui montrent aussi ton implication dans la vie, que t'es papa, que t'es... Voilà, moi je pense qu'il faut un petit peu étayer et donner d'épaisseur, parce que surtout ne le mettez pas en prison, parce que vraiment, c'est pas possible. Je crois qu'il faut vraiment essayer de trouver la personne la plus... Voilà. Oui, mais derrière, il va quand même argumenter sur le fait qu'il va se mettre. Quelques jours plus tard, Antoine reçoit chez lui le lourd dossier d'instruction. Le procès devient réalité. Il est un fait que M. Deltour se déclare anticapitaliste. Ouais, alors ça c'est drôle parce que ils essayent de décrire ma personnalité ou je sais pas quoi, se faire un portrait de sa personne et ils disent que je me déclare anticapitaliste alors que
enfin, je demande à voir où est-ce que je déclare ça, parce que moi c'est un... Enfin, tu vois, ce que je pense du capitalisme, en gros, c'est des questions que je me pose depuis un certain temps et qui sont loin d'être tranchées, tu vois. Je suis quand même... je pense que je suis plutôt du côté des réformateurs, quoi, en faveur d'un capitalisme bien régulé, mais... Enfin, mais voilà, après, c'est des considérations idéologiques, enfin, pour moi, j'ai même pas à m'en expliquer, quoi. C'est pour ça que j'ai pas... Après, s'il faut le faire le jour du procès, je le ferai, mais enfin, je comprends pas pourquoi on m'a reproché d'être anticapitaliste. Enfin, en plus, c'est faux, quoi, mais même que ce soit juste tout faux, pour moi, c'est pas une question, quoi. Là, je me rends compte un peu, à la fois de l'enquête interne qu'il y a eu, de ce qu'ils ont retenu dans la plainte, de toutes les étapes d'investigation qu'il y a eu par la suite, je me rends compte un peu de ce que c'est que cette enquête et de ce qu'on me reproche, quoi. Donc tout d'un coup ça devient vachement concret. Puis ça me précipite un peu vers cette échéance du procès là où tout va être, je pense, analysé dans les détails, les contradictions internes. Ça va être un moment hyper dense, quoi. C'est pour ça qu'il faut le préparer du mieux que je peux. C'est ça qui me bloque un peu là pour la liste des grands témoins. Ça fait plus de 2 semaines qu'on m'en a parlé et j'y ai pas touché. Recenser les articles, ça fait plus de 2 mois que je me dis il faut que je le fasse. C'est pareil, j'ai pas commencé parce que j'ai pas envie de ce moment là. J'ai vraiment pas de... Il faut le préparer, mais j'ai tellement pas envie d'y être non plus. Retour au Luxembourg. Nous sommes le 25 avril 2016, la veille de l'ouverture du procès. Ce soir, les avocats d'Antoine le préparent à son audition par les juges. Ils mettent en place une sorte de jeu de rôle, un coaching, une ultime répétition. Quand tu prends ces documents, tu es à des années-lumière d'en faire quelque chose. C'est quand même une question que me pose Antoine. Quand vous loadez ces documents, est-ce que vous avez l'idée d'en faire quelque chose? La réponse est non. Parce que tu n'en as aucune idée. Comment? Alors, ok, j'invente une question. Est-ce que vous avez souvenir, M. Deltour, d'un moment où vous vous êtes dit il faut que j'en fasse quelque chose? Je ne peux pas rester là, face à ces documents, et sans en faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit ça? Oui, je sais que c'est un intérêt public. Après, j'ai aussi conscience que exploiter ces documents me met en danger. Donc, je prends le temps de la réflexion et de peser le pour et le contre et de savoir si ça en vaut vraiment la peine. Donc, tu mesures, à ce moment-là, si tu les remets, le risque. Donc, tu pèses le risque. Il y a tout un cheminement qu'il faut que tu racontes demain, là. Hein, n'est-ce pas, Philippe? Il se dit, c'est risqué de les communiquer, et pourtant, il va braver le risque. Il fait un arbitrage à un moment donné entre le fait de les conserver et de ne pas les divulguer, et le fait de les divulguer et d'assumer le risque. Je ne suis pas renseigné de manière détaillée sur ce que je risquais précisément, parce que ça m'aurait probablement conduit à ne rien faire. C'est une excellente réponse. Une excellente réponse, ok. Ce qui a prévalu sur toute autre considération, c'est que tu t'es dit, mon devoir, c'est quand même ça, ce qui a prévalu. Parce que là, on rentre dans le dur du dur, là, Antoine. Je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Je savais qu'en communiquant ces documents, je prenais un risque, et ça suffit de dire ça. Je prenais un risque. Mais il y a quelque chose qui a prévalu par-dessus toute autre considération. C'est le sentiment que j'avais que mon devoir de citoyen était de... Okay, là, tu restitues... Tu vois, ce qui est la carte ADN, le cœur du truc quand même, non? 26 avril 2016, Antoine entre dans l'arène. Devant le tribunal, un autre lanceur d'alerte, le journaliste Denis Robert. Il a prouvé que Clearstream, la chambre de compensation financière située au Luxembourg,
était une plateforme mondiale de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent. Il a subi 60 procès et a été lourdement condamné ici même. Après 10 ans de procédure, il est finalement innocenté. Les justes, ce sont ceux qui sont sur le banc des accusés, quoi. Donc c'est très important de le dire, parce qu'au-delà de LuxLeaks, il y a cette fraude généralisée qui rend la situation de plus en plus compliquée et de plus en plus insurrectionnelle, quoi. Voilà, merci à tous d'être là et puis continuez à le soutenir. Sur le banc des accusés, Antoine Deltour et 2 autres inculpés de l'affaire LuxLeaks. Ils vont être jugés pour vol, blanchiment, accès frauduleux à un système informatique, violation du secret professionnel et violation du secret des affaires. Ils ne peuvent pas le condamner à la prison ferme. Ça, je ne peux pas m'imaginer, ce sera un brouhaha généralisé. Et je me demande s'ils ont le courage de prononcer de la prison avec sursis. Peut-être qu'on ira vers une suspension de prononcer, c'est dire Antoine Deltour est coupable, mais on ne prononce pas de jugement vu de patata et patatra. C'est une possibilité qu'on va leur suggérer. Il faudra qu'ils fassent un effort intellectuel pour y aller vers ça, mais ce serait une solution élégante dans leur situation, parce qu'ils sont dans un dilemme. Il y a la morale, l'éthique de l'autre côté, il y a le droit de l'autre. Donc c'est comme toujours, la justice, c'est la balance entre les deux. À partir de son arrivée au tribunal, Antoine, en tant qu'individu, a disparu pour laisser place aux lanceurs d'alerte, médiatisés, en procès. C'était selon lui la seule manière de survivre à cette fiction. Il m'a raconté que lorsqu'il était sous les flashs des journalistes, il faisait des additions dans sa tête pour ne pas penser à ce qui était en train de se jouer. C'est quelqu'un sur lequel pèse aujourd'hui le fardeau d'une procédure judiciaire. Il assume, il s'explique devant ses juges. Et grâce à cet homme, un service gigantesque a été rendu à des centaines de millions de contribuables européens, aux responsables de l'Union européenne, aux parlementaires européens, mais au Luxembourg lui-même, puisque aujourd'hui, plus personne ne discute, ici comme ailleurs, de la nécessité de réformer ce système. Alors, tout ça ne doit pas faire oublier qu'il est d'une immense modestie. C'est ça le paradoxe d'Antoine. Il reste le même homme, discret, timide, réservé, délicat, gentil, précis. Moi je suis très fier de défendre Antoine Deltour, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Le 29 juin 2016, le tribunal du Luxembourg condamne Antoine à 1 500 € d'amende et à 12 mois de prison avec sursis. Immédiatement, Antoine déclare faire appel de cette décision. 15 jours plus tard, je retourne le voir une dernière fois chez lui à Épinal. Quand je rentre chez moi, après un jugement pareil, que je me regarde dans la glace et que je me dis tu viens d'être condamné à 1 an de prison avec sursis, je me reconnais pas, je suis pas un délinquant, quoi. Et je comprends pas que les gens soient prêts à accepter ça de moi. C'est ça aussi qui me dérange, quoi. Ils me prennent pour qui? Non, j'ai juste vu des choses que je trouvais dégueulasses dans mon travail et j'ai voulu en parler parce que je pensais que c'était d'intérêt public et qu'il fallait changer les choses. Je l'ai fait, ça a permis de changer les choses et après on attend de moi que j'accepte un an de prison avec sursis, quoi. C'est un truc qui est... Bon, on me dit que c'est à partir du moment où je fais appel que je passe vraiment l'étape de quelqu'un d'engagé, quoi. Jusque-là, je ne faisais que me défendre, et c'est vrai. Jusque-là, j'avais subi juste une décision de communiquer des documents. Et à partir de maintenant, je pourrais m'arrêter là, et c'est moi qui décide d'être acteur de la suite. On va acheter une piscine.
signe pour Églantine, ce sera la canicule. La procédure pourrait se poursuivre pendant 4 à 6 ans pour qu'Antoine soit un jour, peut-être, innocenté. C'est un nouveau combat qui s'annonce, plus long et sans doute plus exigeant, un marathon judiciaire qu'il a décidé d'engager au nom d'une certaine idée de la démocratie.